Ah bah ça y est, bonsoir à tous, Bonsoir. qui nous rejoignent ce soir. On voulait faire un petit live ce soir avec vous, parce que j'imagine que vous l'avez remarqué, mais l'actualité s'est un petit peu accélérée ces derniers jours et les affaires se sont succédées contre les mouvements nationaux en France et en Europe. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que si on a choisi de faire un live, c'était pour pouvoir échanger avec vous, donc on est très friand d'avoir vos remarques, vos commentaires, vos questions, pour pouvoir échanger. C'est le but de la vidéo, c'est qu'on puisse répondre à vos questions et essayer d'avoir un petit peu votre état d'esprit sur ces affaires. Je suis là avec Quentin Lamotte, qui est conseiller régional, le plus jeune conseiller régional d'Occitanie. C'est ça. Et on attend Romain Lopez, qui est dans les embouteillages toulousains, mais qui va pas tarder à arriver pour nous rejoindre et parler de tout ça avec nous. Donc on va faire un petit rappel pour commencer de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Tout à fait. Vous le savez, avant l'été, enfin au début de l'été, en juillet, deux juges ont déjà saisi la subvention publique qui était due au Rassemblement national. Pendant l'été, ça s'est un petit peu calmé puisque c'était la période estivale, mais dès la rentrée, donc en Italie, Matteo Salvini a fait face à des poursuites judiciaires, une condamnation qui l'a condamné à 49 millions d'euros, je crois, enfin qui a condamné la Lega à 49 millions d'euros, et encore là récemment, une mise en examen pour séquestration dans une affaire de migrants. Viktor Orban, lui, a été au Parlement européen, ils ont ouvert un processus pour des sanctions. C'est ça. En ce qui concerne Marine Le Pen et le Rassemblement national, vous avez vu qu'il y a un sondage qui est paru qui nous donnait au coude à coude pour les élections européennes avec la République en marche d'Emmanuel Macron. Et bam, qu'est-ce qui se passe? On l'attaque, on lui demande d'avoir un examen psychiatrique, la justice demande un examen psychiatrique de Marine Le Pen. Et en même temps par rapport à ça, Éric Zemmour sort son livre cette semaine et il y a toute une polémique, un acharnement médiatique contre lui pour des paroles sur un plateau de télévision. Donc tout ça fait qu'il y a une ambiance très totalitaire d'antinationalisme en France aujourd'hui. Voilà, si tu veux dire un mot, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Oui, bah là, on a une actualité qui est vraiment très riche. On sent bien que le système s'affole. Voilà, tout s'accélère. Ils voient que leur défaite est peut-être proche, peut-être plus proche qu'ils le pensent, puisque les élections européennes qui auront lieu donc en France en mai 2019 vont peut-être effectivement nous donner en tête de ces élections européennes. Du moins, nous allons travailler en ce sens. Et le dernier sondage, effectivement, nous conforte pour nous dire que les Français sont dans l'attente d'une réelle alternative que nous pourrions porter. Voilà. Par rapport à ça, effectivement, il y a eu, par rapport à nos alliés européens, M. Salvini effectivement est attaqué. On voit aussi que la droite classique de Laurent Wauquiez se débat et s'entretue sur la question de Viktor Orban, qui est membre de leur groupe au Parlement européen, le PPE. Donc il y a vraiment un état politique aujourd'hui qui est vraiment très particulier. Et voilà, ça amène un petit peu peut-être des questions et beaucoup d'interrogations en tout cas, et des choses auxquelles on pourrait peut-être répondre et échanger avec vous. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de questions, on voit juste qu'il y a Audrey de l'Haute-Garonne qui nous a rejoint, donc salut Audrey. Alors Audrey aussi, par exemple, j'ai appris là tout à l'heure que son compte Twitter a été censuré depuis. Bon, ça arrive régulièrement, le Twitter qui décide de ne pas laisser la parole aux patriotes, aux nationaux, parce que souvent c'est pour des motifs un petit peu fallacieux. Donc Audrey qui a son compte Twitter qui est bloqué depuis je crois 4 ou 5 jours et qui ne peut plus s'exprimer sur Twitter librement. Et on l'avait vu il y a encore pas très longtemps, quand Génération Identitaire avait mené ses actions dans les Alpes contre les migrants. Ils s'étaient fait par la suite supprimer leur compte Facebook. D'ailleurs, les comptes Facebook toulousains de Génération Identitaire avaient été également supprimés. Donc il y a un état d'esprit vraiment délétère, surtout sur les réseaux sociaux, où on voit que les grandes entreprises, les grandes multinationales comme Twitter et Facebook ont vraiment le cœur qui penche à gauche, on va dire, voilà. Et, et ils essaient par tous les moyens de raréfier notre parole, d'essayer de nous faire taire. Et donc c'est un peu le climat général. On voit que toute pensée dissonante, toute prise de parole qui ne va pas dans le sens du système, qui ne va pas vers le multiculturalisme, vers l'ouverture totale des frontières, vers le libre-échange le plus total, toutes ces paroles sont criminalisées, sont censurées. Donc c'est soit de manière un petit peu, on va dire, un petit peu, voilà, Douce, non douce, on va dire, peut-être pas douce, mais de manière un peu détournée,
avec les réseaux sociaux, ou alors directement on voit la justice qui sort de son rôle pour endosser vraiment un rôle politique, et on le voit, on l'a vu très récemment encore avec ce truc complètement ubuesque où l'on demande à une candidate à l'élection présidentielle, chef du premier parti d'opposition en France, Marine Le Pen, d'aller s'expliquer devant des psychiatres au motif qu'elle a dénoncé les horreurs de Daesh. Donc c'est vraiment, c'est complètement ubuesque, et on se demande où tout cela va terminer, parce que vu tout ce qui se passe, on est en droit vraiment d'être inquiet, et très inquiet, sur la dérive totalitaire que prend le gouvernement d'Emmanuel Macron. Oui, d'ailleurs, on peut rappeler cette histoire de psychiatrie, d'examen psychiatrique. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, tout le monde en a parlé, mais ça rappelle quand même ce que faisaient les soviétiques en URSS, où en fait les opposants politiques étaient réduits à l'état de fous, à l'état de névrosés, à l'état de gens qui en fait, dont la parole n'avait pas de valeur, parce que soi-disant ils étaient fous. Alors, c'est pas parce qu'il y a un examen psychiatrique qu'ils veulent dire que Marine Le Pen est folle, mais c'est quand même, rien que dans l'idée, dans la parole médiatique, dans le symbole médiatique, c'est quelque chose qui est ahurissant. Quoi. On n'a jamais vu ça, en France, un opposant politique, notamment un candidat à l'élection présidentielle, tu l'as dit, mais arrivé au second tour d'élection présidentielle, qui a eu 11 millions de voix sur son nom, être suspecté d'avoir un problème psychiatrique. Alors, je ne sais plus quelle question il y a dans le rapport qu'ils ont demandé. Il y a un truc comme il faut vérifier si elle comprend. Et si et puis si elle n'est pas dangereuse pour tout un chacun, fait des choses complètement irrationnelles, quoi. On se demande vraiment où on est, mais on l'avait déjà vu pendant la campagne présidentielle. Il y a vu cet acharnement contre effectivement le Rassemblement national. François Fillon aussi en avait fait les frais avec les affaires. La justice était emballée sur ces affaires, qui étaient peut-être fondées, mais en tout cas il y a eu vraiment un emballement judiciaire énorme pendant la campagne présidentielle pour le mettre au chaos. Donc ce sont des méthodes dont on sait que la gauche et Emmanuel Macron, qui est pour le coup un digne successeur de François Hollande sur ce sujet, effrayante, quoi. Et donc ils aiment bien, effectivement, quand ils n'arrivent plus à se battre sur le terrain des idées, quand ils n'arrivent plus à contrer des arguments politiques, tout de suite on va vers ce qui nous arrive actuellement, si on essaye de nous couper les vivres pour nous tuer financièrement, tout simplement. Donc là on aura le 26 septembre une décision de justice qui sera rendue suite à l'appel que nous avons formulé. J'espère effectivement que cette subvention qui nous est due, et que tous les autres partis politiques français ont reçu, nous sera versée, parce que effectivement nous vivons uniquement de nos dons, de nos adhésions, mais également de cette subvention publique qui est due à tous les partis politiques suivant les scores qu'ils ont fait aux élections législatives. Donc on espère effectivement que ça nous sera rendu, parce que sinon ça va être compliqué pour nous de pouvoir faire face. Donc on voit bien là la stratégie du pouvoir en place, qui est de tuer son adversaire, alors financièrement, psychiatriquement, enfin tous les moyens sont bons. Oui, alors là je reviens sur la censure de Twitter d'Audrey, qui nous a précisé que c'était 4 ou 5 jours. Et c'est pareil, donc on va un peu enchaîner sur Éric Zemmour. Vous avez vu que pour des propos qu'il a tenus sur un plateau de télévision, toute la machine médiatique et politique s'est emballée. Il y a eu une pétition qui circule pour l'interdire de plateau de télévision. On se rappelle que d'ailleurs, il y a quelques années, pour un propos, il avait été viré de ITélé à l'époque. ITélé, ça se dispute, l'émission qu'il avait. Ça se dispute, oui, et puis il a aussi finalement été viré de On n'est pas couché. Il a été. RTL, à l'époque, il avait une émission quotidienne qui au final s'est transformée en une émission qui a été. Tous les mardis, une fois par semaine. 2 fois par semaine, puis maintenant, effectivement, il y a contradicteur en face. On voit bien qu'on essaye le plus possible d'interdire toute pensée qui ne va pas dans le sens du système. Et après, Éric Zemmour, on va dire, est un habitué aussi de la polémique. Il sait ce qu'il dit également, donc quand il va sur un plateau télé, chaque parole est pesée, il sait aussi ce qu'il dit. Mais bon. Oui, alors là, sur la question, vous avez suivi, donc c'est en fait. Là, il y a Romain qui est peut-être arrivé. Sur cette question, vous avez vu qu'il faisait face à Absat aussi, donc il a répondu un peu violemment à l'attaque qui lui était faite, en répondant un peu de la même façon que l'attaque qu'il recevait. Ce propos était peut-être un petit peu maladroit, on peut l'imaginer. Mais sur le fond, la question des prénoms en France, c'est quelque chose, on va essayer de revenir sur ce sujet avec Quentin et Romain.
Mais le fond de la question est intéressant. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnalités qui ont regardé. Gilles-William Goldadel l'a dit, ou Jean-Claude Dacier, ou des gens comme ça. On dit que sur le fond, la question des prénoms et des prénoms français donnés aux gens qui arrivent en France, ou des nouveaux arrivants, est une question importante. Et tout ça est pollué parce qu'il y a eu peut-être un mot un peu maladroit. C'est vraiment dommage. Et maintenant, on veut l'interdire de télévision, de plateau de télévision. On est rendu dans un monde où en fait la bien-pensance médiatique fait que le moindre écart à la doctrine générale peut coûter le passage dans les médias ou même des fois l'existence sociale avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Tout à fait. En plus, il avait très bien résumé lui-même, il avait dit voilà, la stratégie, c'est toujours la même, c'est effectivement la victimisation, puisque là, cette dame qui débattait en face de lui donc s'est portée, a dit qu'elle avait été extrêmement choquée, qu'elle avait été blessée, etc. Alors que bon, elle aurait pu répondre lors du débat, hein, c'était un débat télévisé. Mais bon, apparemment, elle n'avait pas été capable de contrer sur le plan intellectuel les arguments d'Éric Zemmour. Et donc, du coup, c'est victimisation. Et suite à la victimisation, après, c'est la menace de la procédure judiciaire, etc. On essaye de faire interdire, de faire pression pour, en gros, voilà, c'est du macartisme, hein, tout simplement, c'est essayer de faire perdre ses revenus à Éric Zemmour pour que le faire taire enfin définitivement et qu'il ne gêne plus la doxa, quoi, tout simplement. Oui, parce qu'en plus, elle a insisté sur le fait qu'il fallait l'interdire en ce moment, au moment où il présente son livre. Oui, voilà. Sous-entendu, pour l'empêcher de vendre des livres et pour effectivement l'attaquer au porte-monnaie. C'est toujours la même chose. On va essayer de revenir sur les questions que vous nous avez posées, sur les commentaires que vous faites. Je vois qu'il y a Étienne aussi de la Haute-Garonne qui est là. Les juges rouges devraient être démis de leur fonction. Michael Montagne qui nous dit ça. Oui, alors on peut le prendre comme ça. Grande question, la justice. Mais ça, la justice, on a vu ce week-end, puisque lorsque nous écoutions, nous étions à Fréjus ce week-end pour la rentrée politique de Marine Le Pen. Il y avait également une formation Forel qui était dispensée aux élus locaux. Et Xavier Hofer est intervenu sur ce sujet justement de la justice, entre autres, et il a évoqué le fait que la justice suivait tout simplement durant tous les temps, elle a suivi un petit peu le pouvoir en place. Alors, il donnait l'exemple lors de la guerre, durant la guerre 39-45, effectivement, plus les Allemands se rapprochaient de Paris, plus les sanctions, les peines qui étaient données pour les collaborateurs, pour les collabos, elles étaient faibles. Voilà, donc, et vice versa, en gros, la justice est toujours un petit peu inféodée au pouvoir en place. C'est-à-dire que effectivement, elle est faible avec les forts et fort avec les faibles, quoi, tout simplement. Eh ben, et donc, voici Romain Lopez, donc, qui arrive, il était victime des embouteillages toulousains. Pour ceux qui sont à Toulouse, vous comprenez le problème. Romain Lopez, donc, qui est l'ancien assistant de Marion Maréchal et qui travaille aujourd'hui à la région Occitanie. Aujourd'hui, assistant de Quentin Lamotte. Non, pas de Quentin Lamotte, avec assistant du groupe. Bienvenue Romain. Merci. Content de te recevoir sur ce live. On a une question de Pascal Renaud qui nous dit, après tout ce qu'on a vu là, que peut faire le peuple, que peut-on faire, nous le peuple, à part aller voter? Alors bien sûr, voter c'est la puissance la plus forte que vous ayez, mais il y a aussi tout ce qui est à côté. Parce que vous votez parce que vous êtes convaincu, mais c'est aussi de convaincre les autres. Convaincre ceux qui ne votent pas, qui sont dans l'abstention, ou qui votent ailleurs, ou qui ne veulent pas voter pour le Parti Rassemblement National ou pour Marine Le Pen. C'est peut-être ça, hein, le plus important, c'est d'aller convaincre les autres. Alors ça peut passer par des discussions en famille, entre proches, entre amis, ou tout simplement aussi militer pour le parti, et distribuer des tracts, et faire en sorte de prêcher la bonne parole. Surtout militer, parce qu'on se rend compte, nous qui faisons du terrain assez régulièrement, qu'il n'y a que le Rassemblement National qui est sur le terrain dans les petites communes et moyennes communes notamment. Donc il faut vraiment en profiter, allez-y à fond, consacrer ne serait-ce qu'une heure par mois. Si chacun d'entre vous consacrait une heure par mois, je veux dire, notre message passera allègrement et ne sera pas déformé par le prisme orienté des médias politisés. C'est sûr. Et surtout aller militer physiquement, c'est-à-dire aller rencontrer votre responsable local, départemental du Rassemblement National, et aller militer physiquement, c'est-à-dire aller sur les marchés, aller distribuer les documents, les boîtes aux lettres. Le cyber-militantisme, aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui disent « je milite sur Facebook ». C'est quelque chose, on va dire, d'un peu tendancieux, parce que il faut savoir que Facebook, de par ses algorithmes, ne va vous montrer que des gens
on va dire, qui pensent déjà comme vous. Donc en fait, vous pensez que vous militez parce que vous avez beaucoup de likes ou de retweets, etc. Mais en fait, vous ne parlez qu'à des gens qui sont déjà d'accord avec vous. Donc en fait, vous fonctionnez en vase clos et le système Facebook vous fait croire que vous avez beaucoup d'audience, mais en fait, vous prêchez déjà qu'à des gens qui sont convaincus. Le seul moyen vraiment d'aller convaincre de nouveaux électeurs de nous rejoindre, c'est d'aller sur le terrain, c'est de distribuer les documents dans les boîtes aux lettres, c'est d'être sur les marchés. C'est là que vous allez toucher des gens qui ne sont pas forcément sur Facebook ou sur Twitter. Il y en a très peu, il y a très peu de Français qui sont sur Twitter, qui ne regardent pas forcément la télé ou qui ne s'intéressent pas forcément à la politique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français aujourd'hui, qui ont, on va dire, une pensée politique assez faible parce qu'ils n'y s'y intéressent pas, ils ont d'autres sujets de préoccupation, ils ont d'autres sujets dans leur vie. Et c'est là qu'effectivement, il est important pour nous de les rencontrer physiquement. Il n'y a que comme ça qu'on pourra les toucher. Ce ne sera pas par les médias sociaux ou par la télé que l'on pourra les convaincre. D'autant qu'on y est excessivement bien accueillis. D'année en année, on est toujours mieux accueillis. Et quand on est jeune, c'est un bonus supplémentaire parce que les personnages égoïsent enfin des jeunes qui s'engagent pour leur avenir. Et ça, c'est un bonus supplémentaire. Il y a Audrey, donc Audrey toujours de la Haute-Garonne, référente départementale adjointe de Génération Nation Haute-Garonne, qui va dans l'autre sens et qui nous dit oui, les réseaux sociaux, c'est chercher à convaincre des convaincus. C'est ça. Alors après, une petite remarque, je lui dis que Facebook, c'est l'impression, etc., que c'est pas on est en train de faire un live Facebook. Non, mais voilà. je veux dire, mais je force un peu le trait, mais il ne faut pas se militer au cyber-militantisme, parce que ce n'est pas, ce n'est pas tout ce que l'on peut faire en termes de militantisme. Il faut absolument avoir une approche, on va dire, partagée et équilibrée entre du militantisme classique, physique, et effectivement partager aussi ses idées sur les réseaux sociaux. Kevin Cormillo de Génération Nation qui nous dit comment peut-on récupérer des militants d'autres partis? Alors là, c'est la question Pareil. un peu de... Alors, je pense qu'actuellement, cet avis n'engage que moi, mais nous sommes en Occitanie et nous avons donc beaucoup plus de facilité à discuter avec des gens qui ont voté encore jusqu'en avril 2017 pour la droite. On s'en est aperçu notamment lors des législatives. Le report de voix de l'électorat LR est plus important pour des candidats Rassemblement National. Donc déjà, il faut s'engouffrer un peu dans, entre guillemets, cette faille que connaissent les LR, discuter avec des républicains, parce que nous avons quand même une vision sociétale commune, engager les débats avec eux, et vous verrez qu'un certain nombre d'entre eux franchiront le pas. Il n'y a pas que les LR, il y a aussi des gens qui sont dans des partis qu'ils considèrent comme être des voies sans issue, des impasses. Ça peut être l'UPR, notamment, ça peut être des petits mouvements politiques. Voilà, et donc ils se disent, avec Marine Le Pen, c'est un outil pour devenir enfin majoritaire. Tout à fait. Et effectivement, même si on a effectivement, c'est une incompatibilité, on le voit bien avec Laurent Wauquiez, tous ces cadres républicains, des républicains qui rejettent toute possibilité d'alliance avec nous, et nous d'ailleurs également, puisque ce sont des gens qui ont trahi 10 fois, 20 fois, 30 fois leurs promesses. On voit bien que l'électorat des républicains, les adhérents des républicains, sont d'accord avec nous sur 90% des sujets. Donc il y a vraiment une possibilité aujourd'hui. Laurent Wauquiez vraiment est dans un trou d'air. Hein. Là, On en a parlé tout à l'heure, ouais. Au niveau de la question de Orban, justement, par le Parlement européen, on a vu qu'il était complètement divisé sur cette question. Et que sur la quinzaine de parlementaires qu'ils ont, voilà. Il y en a un gros tiers qui a voté pour, un gros tiers qui s'est abstenu, quelques-uns qui ont voté contre. Encore une fois, un événement qui montre encore la duplicité de ce mouvement, dans lequel ils sont alliés, ce sont leurs propres alliés au Parlement européen, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même groupe, et ils vont voter des sanctions contre leurs alliés. C'est-à-dire que tout ça pour plaire effectivement à Merkel, à Macron, à la caste, donc ils sont complètement soumis à ce système. C'est d'ailleurs, je répète souvent, nos députés européens du Rassemblement National de l'UNL, qui disent que en France, les républicains dénoncent des choses qu'en fait, à l'Europe, au Parlement européen, ils votent. Donc c'est une duplicité phénoménale. Et tu n'as pas besoin d'aller au Parlement européen. Nous-mêmes, et Quentin peut en témoigner directement, on le vit lors des assemblées plénières ou des commissions permanentes qui, elles, se déroulent en vase clos. Les républicains votent tout le contraire du discours qu'ils tiennent devant leurs adhérents, devant leurs militants ou devant les médias. Encore récemment, les Républicains ont voté des dizaines de milliers d'euros proposés par la coalition socialo-écolo-communiste de la région en faveur de l'accueil des migrants, de l'apprentissage de la langue française et de leur logement, de leur insertion dans la vie sociale en France.
Les mêmes qui, une fois revenus dans leur commune ou dans leur patelin, vont dire ah non, non, nous les migrants, quand même, c'est pas bien, il faut pas les accepter. Et une fois qu'ils sont au conseil régional, ils votent avec la gauche, sans se poser de questions, pour eux, il n'y a aucun problème. Donc, c'est notre travail, à nous, au quotidien, aussi avec nos assistants, de communiquer là-dessus, de montrer leur duplicité. Mais effectivement, c'est aussi votre travail à vous qui nous regardez de comprendre ça et de l'expliquer autour de vous si vous rencontrez effectivement des électeurs les Républicains pour leur montrer qu'il y a vraiment un souci idéologique dans ce parti où on tient un propos le matin et son contraire le soir, quoi, tout simplement. Alors il y a un peu deux façons de voir différentes. Là on a Jean-Marc Laroche qui nous dit c'est bien les jeunes, donc déjà merci, c'est bien les jeunes. Il nous dit aussi, vu le nombre de votants pour Marine, ce n'est que le début. C'est vrai. Et il y a Jean-Marie Dupré qui nous dit organiser un grand ras-le-bol, tout doit se faire dans la rue. En gros, on en a un qui nous dit que ça va passer par l'élection, et l'autre qui nous dit que non, il faut faire quelque chose dans la rue et une sorte de manifestation gigantesque populaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que les deux sont complémentaires, même si malheureusement la rue, malheureusement, ou encore heureusement, la rue ne suffit pas, même si ça fait partie de notre longue tradition historique de cette guerre civile franco-française entre une sorte d'un bloc de gauche et d'un bloc de droite qui se sont affrontés depuis la Révolution française et même antérieurement. Ça ne suffit pas. Bien sûr, il faut montrer que nous sommes présents dans la rue. Ça a été le cas avec la mobilisation contre le mariage pour tous en 2013. Mais il faut aussi, surtout, et ça, Marie, on l'a impulsé avec la création de sa nouvelle école, je pense, compléter l'engagement politique que nous faisons nous au quotidien par un engagement culturel. C'est-à-dire que la gauche est majoritaire aujourd'hui, non pas forcément par le nombre de voix qu'elle acquiert, mais elle est majoritaire par le combat culturel qu'elle mène et qu'elle a remporté, notamment depuis 1968. C'est vrai. Sur les manifestations, on voit bien que le créneau, on va dire, de la rue, c'est le créneau qui est porté par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Et jusqu'à présent, toutes les manifestations qu'ils ont faites n'ont mené à rien. Je ne pense pas qu'aujourd'hui la manifestation soit un moyen réel d'obtenir des avancées politiques dans le sens que nous le souhaitons. Par contre, pour moi, et c'est pour ça que nous faisons tous de la politique et que nous sommes au Rassemblement national, parce que nous pensons que l'élection est effectivement le seul moyen de pouvoir imposer ses idées. On le voit effectivement, les maires de nos communes par exemple Julien Sanchez à Beaucaire, Steve Brivois à Hénin-Beaumont, etc., ont pu mener la politique qu'ils souhaitaient parce qu'ils ont remporté l'élection. Et là, vraiment, on peut arriver aux affaires, on peut arriver à faire changer les choses. Et c'est tout le travail qu'on va devoir mener pour être effectivement majoritaire aux prochaines élections européennes, avec nos alliés européens, essayer d'avoir une majorité, on va dire, eurosceptique au Parlement européen, pouvoir changer de l'intérieur cette Union européenne. Et par la suite, il y aura, après les élections municipales, les régionales, etc., il va falloir essayer de remporter effectivement des territoires pour mener la politique tout simplement et montrer aux électeurs, aux Français, qu'on est capable. Et on est capable, parce que dans les communes que l'on mène, que l'on dirige, on a des scores aujourd'hui, c'est absolument, je crois que ça ne ferait pas lire d'envie n'importe quel maire qu'on a, voilà, on a des scores, le Rassemblement national passe à toutes les élections au premier tour, quoi, donc tout simplement, parce que les gens sont contents de la politique qui est menée. Alors ça va de pair avec les remarques de Vincent Gaudin, qui est dans la Haute-Garonne aussi. Salut Vincent. Qu'on salue. Qui nous dit les élections européennes seront sans doute instigateurs des victoires locales, des victoires municipales plus tard et départementales. Tout à fait. Et je compléterai le propos de Vincent en disant que les victoires locales, municipales en premier lieu, seront instigatrices de notre victoire au niveau national, c'est-à-dire à la présidentielle en 2022. Pourquoi ? Parce que, comme disait le Quentin tout à l'heure, effectivement, Marine a réussi à mener le combat de la dédiabolisation. Ça, on n'y reviendra pas dessus. Et nos maires, on en a à peu près une dizaine aujourd'hui, mènent le combat de la crédibilité. Exactement ça. Voilà. Et lorsque l'on regarde les résultats des élections intermédiaires à l'issue de leur élection municipale en 2014, on se rend compte qu'effectivement que les candidats au départemental ou les listes régionales, et même Marine au niveau national, ont pulvérisé le plafond de verre et les scores dans ces communes-là. Je crois que dans le Gard notamment, des conseillers départementaux ont été élus dès le premier tour. Donc effectivement, ils apportent au quotidien le savoir-faire frontiste qui est en réalité la traduction d'un pragmatisme et d'un réalisme qui séduit nos concitoyens. Et d'ailleurs, des sondages, moult sondages sont sortis pour démontrer que nos élus municipaux, je crois, ont près de 3/4, 75% de satisfaction de leurs administrés. Donc c'est par ces élections municipales aussi
que nous démontrerons notre savoir-faire, notre crédibilité, nos compétences, puisque certains encore en doutent, et ça ne bénéficiera effectivement à Marine, ça bénéficiera à Marine pour les présidentielles en 2022. Bien sûr. On va peut-être revenir un petit peu sur le thème du live qu'on a voulu faire. On n'a pas entendu Romain sur l'affaire Zemmour. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Zemmour? L'affaire Zemmour, encore une fois, ça démontre que la gauche a gagné un combat culturel et que ce combat culturel lui permet de maintenir, de détenir le quatrième pouvoir qui est le média. Nous sommes dans une médiacratie dominée par la gauche et donc aujourd'hui Éric Zemmour subit des attaques de toutes parts. On le voit sur le compte Twitter d'Absatoussi, les bobos se retweetent entre eux pour se soutenir, totalement déconnectés bien évidemment par le système, mais ça démontre au-delà de ça que la gauche a réussi à déformer l'héritage issu de la Révolution française. Oui. Parce que Éric Zemmour, et c'est peut-être une spécificité chez lui, il est rare, bien évidemment, maintenant Éric Zemmour c'est un cas à part, mais Éric Zemmour est le fruit de cet héritage révolutionnaire et même de cet héritage révolutionnaire qui se traduit par l'universalisme à la française, l'émancipation et l'assimilation. Éric Zemmour est un produit de ces trois spécificités qui font notre identité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te sens bien seul parce que l'assimilation a été détruite au profit de l'intégration via l'américanisation et l'anglo-saxonisation de notre société. Alors que lorsque l'on reprend les discours de la sacro-sainte révolution, qui est pourtant, aux yeux de cette caste médiatique, normalement la référence absolue, ils en sont totalement détournés parce que je reprenais tout à l'heure avant de venir un discours de Clermont-Tonnerre qui disait à l'Assemblée constituante il ne faut rien accorder aux Juifs en tant que nation, mais tout en tant qu'individu. Et à travers cette phrase-là, ça voulait dire qu'en France, on ne reconnaît pas des nations, des petites nations, quelles qu'elles soient, des communautés religieuses ou autres. On ne reconnaît qu'un individu en tant que Français. Et Zemmour est un Français à part entière, plus français même qu'un Français. Et ça, le système n'arrive pas à le comprendre parce que le système veut toujours ramener Éric Zemmour à ses origines, alors que lui, il est juif en tant que juif à l'intérieur, chez lui, et il est français à l'extérieur. Et ce qu'il voulait faire passer à Absatoussi, c'est que Absatoussi elle peut être sénégalaise d'origine chez elle, mais elle est française lorsqu'elle sort dans la rue. Et aujourd'hui, le système médiatique, peut-être aussi par tambouille électoraliste, ramène constamment les gens à leurs origines, les fragmente, divise la communauté nationale en communautés séparées. Sur la question du prénom, est-ce que le prénom, donner un prénom français ou d'origine française ou du calendrier à un enfant pour montrer l'assimilation, est-ce que c'est important? Je pense qu'effectivement, c'est peut-être un symbole, mais les symboles font la constitution de la nation, contribuent à l'unité nationale, et à titre personnel aussi, effectivement, j'ai dans ma famille des gens d'origines diverses, mais on a donné un prénom français à nos enfants. Moi, mes grands-parents étaient d'origine espagnole, Lopez par le nom, mais ils ont porté des prénoms français. Mon arrière-grand-père a francisé son prénom, c'était Antonio. Sur la tombe, il est enterré en France aujourd'hui, c'est marqué Antoine, c'est comme ça. Donc ça ne choque pas, c'est un processus logique, c'est-à-dire que la France vous a ouvert ses portes, le peuple français vous a donné son hospitalité avec ses avantages, donc par reconnaissance, on doit donner un prénom français à son enfant. Moi, l'argumentaire d'Éric Zemmour ne me choque pas, même si sur la forme effectivement c'est maladroit, et malheureusement Éric Zemmour sur la forme discrédite un argument de bon sens. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un problème, c'est que c'est une émission de télévision qui a dû durer peut-être, je sais pas, avec peut-être il reste 10 des minutes, montages, etc. Il a très certainement été assailli par Absatoussi et tous ces par Natacha Polony juste avant. Et on sait qu'Ardisson est coutumier du montage un petit peu, on va dire, raccourci. C'était déjà chez Ardisson qu'il y avait eu l'histoire la polémique sur les criminels. D'ailleurs, pour laquelle il avait été condamné. Donc c'est dommage, effectivement. Zemmour a été peut-être excessif, et ce qui est excessif devient après quelque part insignifiant au niveau de l'argumentaire, et donc les citations comme ça, ce qui est excessif est dérisoire. Est insignifiant, voilà. Tout ce qui est excessif est insignifiant, voilà, et malheureusement. Je crois qu'on va voir les ventes du livre d'Éric Zemmour, à mon avis, vont pas
paraître dérisoire. Oui, Donc, bien sûr. vu déjà les- Mais Il est sorti ou pas d'ailleurs le livre? je crois qu'il est sorti, oui, il est sorti il y a... Oui, je crois qu'il est Alors, sorti. bon, petit conseil, si vous avez une lecture à faire ce mois-ci, achetez le livre d'Éric Zemmour. Le On l'a pas lu, mais certainement il serait très intéressant. On va le lire. Ce qui devient dérisoire et obsolète, c'est l'argument de fond d'Éric Zemmour. Il devient dérisoire et obsolète par justement cette manipulation médiatique. Voilà, on dit bah, c'est non recevable, c'est raciste, c'est. Moi j'ai entendu beaucoup de gens alors que dire. c'est quelque chose de totalement des, crédible. des opposants politiques dire c'est absurde, c'est ridicule. Tout à fait, voilà, c'est Mais ridicule. Voilà. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est un sujet qui est Par- intéressant. et C'est le qu'est-ce sujet d'assimilation. oui. Hein. Et qu'est-ce qu'on retient d'ailleurs dans cette affaire? Ce n'est pas le fond, ce n'est pas l'argument d'Éric Zemmour de dire vous aurez dû vous appeler peut-être plutôt Corinne, c'est-à-dire vous êtes une honte à la France. Ouais, Donc c'est ça. c'est pour ça que voilà, malheureusement il s'est un peu laissé aller dans le verre, mais c'est dommage. Alors Kevin Cornio qui nous confirme que le livre est sorti. Maxime Bott de l'Aude qui est Ah oui, déjà salut signé Maxime, bonjour, salut, donc c'est ça va Maxime. On avait aussi une question de. C'est pas vraiment une question, mais. De Valentin Chéry qui nous dit avons-nous réellement besoin des Républicains et de Debout la France pour les européennes alors que le RN est donné quasiment en tête dans les sondages? Ça c'est une bonne question. La question c'est que c'est pas nous qui décidons, c'est eux, puisque nous on a tendu la main, hein, on propose l'alliance, on propose de tous se rassembler comme ce qui s'est passé au second tour de la présidentielle. D'où le changement de nom, c'est aussi pour, si on s'appelle Rassemblement National, c'est justement pour rassembler. Donc oui, on aimerait effectivement pouvoir avoir le camp, on va dire, patriote, national, le plus large possible, pour avoir les scores le plus large possible aux élections européennes. Après, il y a aussi chez les Républicains, chez effectivement Dupont-Aignan, il y a aussi après des logiques de partis, des logiques d'ego, des choses qui font que bon, peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Est-ce qu'on en a besoin? A priori, là comme ça, si on regarde les sondages, on va dire que non, puisqu'on est au coude à coude avec Emmanuel Macron. Mais est-ce que effectivement, si dans une logique de remporter le combat en France, d'arriver enfin au pouvoir, de pouvoir stopper tout ce délire gauchiste que l'on vit depuis plusieurs dizaines d'années, il va falloir effectivement qu'on se rassemble, oui. Et c'était toute la logique de Marine Le Pen lorsqu'elle a décidé de faire le changement de nom, c'est effectivement pour pouvoir élargir et effectivement ne pas toujours tourner le dos aux autres partis qui ont souvent des projets politiques qui peuvent être assez proches du nôtre. Voilà. Oui, donc je veux dire, en fait, c'est pas de notre fait, c'est à eux de savoir s'ils veulent nous rejoindre ou pas, mais parce que c'est pas à nous de les rejoindre, si vous voyez. Non, là, nous, on est en tête. Donc bon. Il y avait une question aussi de Kevin Cormier, toujours Kevin, qui nous dit ça va être dur pour les européennes, pour la campagne des européennes, à cause du fait que le parti est dans le rouge. Alors, le parti est dans le rouge temporairement, mais là, si la subvention arrive grâce à peut-être la décision de justice du 26 septembre, dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci. En plus, une campagne électorale peut se faire financer d'autres moyens, d'autres façons que un parti politique. Pendant qu'une campagne électorale est ouverte, les règles sont il peut y avoir des dons, etc. Bon, enfin, c'est sûr que oui, le but est de nous empêcher de concourir aux élections européennes. Mais ça ne nous arrêtera pas, même si on devait effectivement faire des sacrifices sur plein de choses parce que on nous coupe cette subvention qui nous est due. Je sais qu'on continuera à se battre. Le Rassemblement National, avant que c'était le Front National, effectivement, durant plusieurs dizaines d'années, s'est battu et a porté ses idées avec très très peu de moyens financiers. Donc je sais aujourd'hui que nous avons une volonté qui est inébranlable et nous porterons le message, nous porterons la campagne et je suis sûr que les Français seront réceptifs à notre message avec ou sans le financement qui nous est dû de l'État. Oui, ça fait plusieurs mois que tous les médias répètent partout qu'on n'existe pas, que Marine est affaiblie, que machin, qu'on est fatigué, qu'on existe. Enfin, ils répètent ça depuis 6 mois et pourtant dans les sondages qui sont sortis la semaine dernière, on est en tête à tête, coude à coude avec la République en marche d'Emmanuel Macron. Donc ça montre que même quand tout va mal d'après les médias, en fait, on arrive quand même à s'en sortir. Et je suis sûr qu'avec les affaires là, qui nous tombent encore dessus, cette histoire de psychiatrie, etc., je pense que ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va encore révolter toujours plus de Français qui vont se reporter sur nous en disant mais attendez, mais on marche sur la tête, quoi. Donc je pense que ça va au final avoir l'effet inverse voulu par Emmanuel Macron. Enfin, d'ailleurs, c'est une question par les juges politisés. On n'a pas entendu Romain non plus d'ailleurs sur la psychiatrisation, sur la demande d'enquête d'examen psychiatrique de Marine Le Pen par la justice. Donc je vous rappelle juste que si vous voulez poser des questions, faire des commentaires, n'hésitez pas, hein, on est là pour répondre, on va essayer d'échanger avec vous. Donc c'est ce qu'on veut faire sur l'examen psychiatrique. J'ai écouté ça et là dans les médias.
il paraît que c'est une procédure habituelle dans le cadre de ce genre d'affaires liées à des mineurs. Maintenant, que ce soit une procédure habituelle ou non, c'est totalement grotesque. Ça fait rire les Français et ça démontre une nouvelle fois de plus que la justice n'est absolument pas crédible et qu'elle est plus guidée par la politique que par le respect du droit. Voilà. Et comme l'ont très bien dit nos dirigeants, effectivement, avant de penser que Marine Le Pen a des problèmes psychiatriques, il ferait bien de s'atteler aux problèmes psychiatriques de tous les nombreux revenants de Syrie et d'Irak. On n'en parle plus dans les médias, mais croyez-moi qu'avec la défaite de l'État islamique, ils vont être très nombreux à revenir en France. Alors je ne sais pas s'ils sont fous ou autres, mais en tout cas ce sont des gens hautement dangereux. On ferait bien plus de s'occuper de leur cas que de s'occuper de la santé de Marine Le Pen. Sur le fond de l'affaire, c'est quand même faut rappeler que c'est pour l'histoire du moment où Marine Le Pen avait publié, enfin qui étaient des photos qui étaient déjà publiques, mais qui avait republié les photos des exactions commises par Daesh. Oui. En réponse à une insinuation de Jean-Jacques Bourdin qui avait en gros dit que Daesh et FN étaient le même combat. Donc à un moment, pour dissocier et ne pas laisser cette petite musique que les médias essayaient de distiller et voilà, essayer de mettre dans la tête des Français, elle a coupé court et effectivement elle a montré, voilà, Daesh c'est ça, Daesh sont toutes ces horreurs là, sont ces tortures, ces massacres, et ce n'est absolument pas nous les idées que nous portons. Donc le fait, c'est pour faire un raccourci, en fait, pour faire le résumé, le fait de publier des photos qui montrent la vérité de ce qu'est Daesh conduit à un examen psychiatrique. Ça veut dire que montrer la vérité émet des suspicions sur la santé mentale de quelqu'un. On est quand même dans un... Je m'interroge sur ce qu'auraient dit nos médias français si Vladimir Poutine avait commandité, on va dire, une étude psychiatrique pour ses opposants politiques. Je pense qu'on en a entendu pendant des semaines. Je pense que même l'Union européenne aurait demandé de nouvelles sanctions contre la Russie. On aurait, je ne sais pas ce que ça aurait été quasiment un casus belli. Et là, voilà. Et nous, en France, tous les médias trouvent ça tout à fait normal. Oui, c'est le Rassemblement national. Les médias, oui, mais les Français, non. Voilà. Les Français, non, mais les médias, je ne sais pas, c'est Libération ou quelque chose comme ça qui a dit que c'était tout à fait normal et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Oui. Quand on regarde les articles, c'est tous... Il y a Maxime qui nous fait une petite remarque amusante. Maxime qui nous dit à Limoux, notre mère est une porn star, si les psychiatres oui, s'ennuient. tout à fait. Oui, on le sait, oui. Ah oui, c'est celui qui se mettait des objets dans les orifices. Voilà, Et il a eu droit à une... Je ne sais même pas s'il a eu droit à une expertise psychiatrique. Oui, lui par exemple, qu'il aurait pu avoir une expertise psychiatrique, oui, ça va être... L'autre sujet qu'on a abordé tout à l'heure, avant que tu arrives, c'était nos partenaires européens, nos alliés européens qui ont été Matteo Salvini par la justice italienne et Viktor Orban par le Parlement européen, mis en porte-à-faux pour différentes raisons. Qu'est-ce que tu penses de ces affaires-là? Ça démontre qu'effectivement l'Union européiste est un bateau, un navire qui tangue dangereusement parce que les peuples d'Europe se soulèvent et le font bouger, puis ils vont le renverser très prochainement, au mois de juin prochain, au mois de mai prochain. Donc ils essaient dans des derniers soubresauts avant de disparaître, de tenter de survivre. Alors bon, c'est de bonne guerre, mais ça démontre quand même que derrière tous les beaux mots qui ont façonné l'Union européenne, la démocratie, la liberté, en réalité, c'est une véritable construction antidémocratique qui va contre la liberté des peuples, qu'elle soit juridique, territoriale, monétaire, etc. Et que donc, effectivement, il faut vite se mobiliser pour mettre un terme à ce simulacre de démagocratie européiste. Voilà. Ce simulacre de démagocratie européiste. Démagocratie. On retiendra le terme. Voilà. Comme mon analyse n'était pas très approfondie sur le coup, je la masque par des termes. Tu remarqueras que tous ceux qui se revendiquent du camp du bien, on va dire, n'ont jamais le mot démocratie à la bouche. Ils parlent toujours de république, mais ils ne parlent jamais de démocratie. Pour eux, la démocratie, limite, si on pouvait, en gros, la mettre de côté et puis changer de système où, en gros, les gens n'auraient plus trop leur mot à dire, ça leur irait très bien. Et effectivement, c'était le cas. Regardez quand même en 2005. Voilà. Je veux dire, tout de même, le nom l'a remporté, puis Sarkozy a dit allez vous faire voir. Pas que Sarkozy, Hollande et puis tout le
Alors Audrey qui nous dit, elle n'a pas fait que dénoncer la situation. Alors on revient sur Marine. Hein. Elle n'a pas fait que dénoncer la situation, elle ne l'a pas encouragée, bien au contraire. Je me demande ce qui a été demandé à l'encontre de toutes les personnes qui se félicitaient des attentats sur les réseaux sociaux. C'est une bonne question. Tout à fait, Audrey. Et je pense qu'il n'y a pas eu de suite à tous ces nombreux messages de soutien à Daesh, à l'État islamique sur Twitter ou sur Facebook. Carole Montagnac nous dit, les Européennes approchent, ils cherchent tout pour nous déstabiliser, car ils savent qu'ils vont prendre une belle raclée. Oui, je crois qu'ils le savent, et ils le savent de plus en plus. D'ailleurs, Juncker avait fait une sortie en ce sens, en gros, bon là, en train de dire, bon, les petits gars là, ça commence à sentir mauvais quand même, il va falloir qu'on sorte l'artillerie lourde parce que bon, là, ça commence à aller à chauffer pour nos fesses. Voilà. Il y a le JDD qui a fait un petit montage hier, je crois, où ils nous ont montré la progression des partis populistes, ils appellent populistes, hein, mais on peut revendiquer ce terme ou pas, en tout cas des mouvances nationales, partout en Europe depuis une dizaine d'années. C'est assez intéressant. Et si vous enlevez le titre, là c'est intéressant. Et le dernier cas en date, c'était, bon, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ça a été les élections en Suède, où effectivement le parti donc, des démocrates de Suède est arrivé, je crois, c'était deuxième ou troisième. Sauf qu'effectivement, il n'y a pas de majorité en gros claire qui se détache, alors que la Suède, ça faisait depuis un siècle que c'était les socialistes, je crois, qui étaient au pouvoir. Et là, d'un coup, ils perdent leur hégémonie. Il n'y a pas de majorité claire qui se détache, donc on va certainement repartir peut-être d'ici quelques temps sur une nouvelle élection dans laquelle, à mon avis, les démocrates de Suède vont encore sortir encore plus fort. Voilà, on va avoir aussi les élections en Bavière où on pense, et bien, effectivement, enfin, je pense, voilà, tous les sondages disent effectivement que Merkel va prendre une claque, quoi, et que l'AfD va faire un score impressionnant. Donc, c'est une lame de fond. Plus ça va, plus effectivement, voilà, on en voit l'écume, on la voit arriver, on la voit grossir. On espère que nous, en France, on va pouvoir bientôt aussi suivre nos amis italiens et pouvoir enfin faire une politique nationale, patriote, une politique au service des Français et non pas au service des clandestins. Et d'ailleurs, on voit, quand on regarde la cote de popularité de Matteo Salvini en Italie, enfin, c'est spectaculaire. Quand vous voyez par exemple des vidéos de Macron qui prend des pseudo-bains de foule où il y a 10 personnes qui sont tous des comédiens, etc. Et que vous voyez Salvini qui se battent dans les rues, il est acclamé par tout le monde, la caméra le suit sur des centaines de mètres, les gens l'embrassent, etc. Enfin, on sent que pour le coup, il mène la politique pour laquelle il a été élu. Il mène la politique que les Italiens veulent. Et du coup, immédiatement, il est aimé et voilà. Il a dit simplement, hein, je crois que sur un plateau télé, il a dit « Je suis payé par les Italiens, donc je travaille pour les Italiens ». C'est aussi simple que ça. Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont oublié aujourd'hui au gouvernement, mais c'est une règle basique. Patricia Fricker qui nous dit « Celui qui se comporte et se prend pour le roi soleil, voire pour Jupiter, pas de convocation, c'est Jamsi ». Oui. Et pareil pour David Quentin qui me dit pas d'expertise psychiatrique pour Médine. Médine, Macron, eux, on ne leur demande pas d'expertise psychiatrique. Ça, c'est sûr. Là, je crois que Jean-Marc Laroche nous parle des législatives, puisqu'il nous dit le nombre de votes et si peu de sièges, c'est ça la République. Oui, c'est vrai que ça, c'est encore une question. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que l'affaire Benalla a enterré quand même la réforme constitutionnelle qui prévoyait, je crois, une dose de proportionnelle à 10 ou 15%. On n'en parle plus, et vous verrez que vous ne l'aurez plus. Je pense qu'elle va ressortir quand même. On va voir, mais je pense qu'ils vont la ressortir. Je crois, d'après ce que j'ai pu un peu lire, qu'effectivement là, le gouvernement ne va pas vouloir, malgré l'état de faiblesse extrême dans lequel il est, puisqu'on voit qu'Emmanuel Macron a une cote de popularité qui chute, bientôt il va trouver du pétrole, à force de chuter comme ça. Mais le mot d'ordre apparemment qui est donné, c'est on ne cède pas sur les réformes, on continue de mener notre politique ultralibérale, on continue les réformes ultralibérales, parce que si jamais on montre un signe de faiblesse, à ce moment-là, c'est foutu, on ne pourra plus remonter, on ne pourra plus rien faire. Donc on va voir, j'espère que cette réforme-là ne passera pas, évidemment, mais on est à l'abri de rien aujourd'hui encore. Je pense qu'elle ne passera pas, pour une raison simple, c'est que le Sénat est vent debout contre cette réforme. Alors vous me direz, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, du moins là ce sera une réforme constitutionnelle, donc c'est à Versailles, et le nombre de voix de sénateurs, je pense, n'influera pas. Mais par contre, derrière le Sénat, il y a toutes les collectivités locales, les mairies, les départements, etc., qui sont très, très, très irrités contre la politique fiscale d'Emmanuel Macron, qui leur enlève chaque année des dotations.
D'autres questions ou... Non, là, on est un peu en bug, je sais pas si on en reçoit, mais là, je vois plus de nouvelles questions. Ça vient, ça... Si, c'est bon, ça arrive. un vieil ami qui me dit jolie la chemisette. Ah oui, oui. C'est vrai que Bruno a fait quelques efforts vestimentaires pour ce jour. Lulu qui nous dit nous espérons que cela change aux européennes car là nous en avons plus que marre de Macron. Au Laker, vous verrez, ça changera. Ça changera et même si il n'y a pas la coalition des mouvements nationaux ou patriotes en France, il y aura la coalition au niveau européen. Il y aura une coalition de toute ça. façon au niveau européen. Et si jamais les équipes de Nicolas Dupont-Aignan ne souhaitent pas faire une campagne commune avec Marine Le Pen, de toutes les façons, il y aura des votes communs au Parlement européen. Donc il ne faut pas désespérer quoi qu'advienne de la campagne. Je pense que la situation ne pourrait nous être plus favorable parce que déjà, il y a aux dernières élections, nous étions sortis en tête et à ce moment-là, le schéma politique européen, enfin la photographie des gouvernements européens à cette époque-là était complètement différente. Il y avait aucun gouvernement qui était patriote ou national. Aujourd'hui, on va au combat, mais on n'est plus seul. Effectivement, on le voit sur le terrain européen, on a des alliés partout. Aujourd'hui, ceux qui sont seuls, c'est Macron et c'est Merkel. Et encore, Merkel, vu les scores qui tombent dans chacune des Länder allemands, va commencer à devoir influer sa politique migratoire très sérieusement parce que ça va lui coûter sa place. Donc, il n'est pas improbable qu'elle aussi, elle infléchisse sa politique et qu'elle soit plus ferme à l'égard des migrants. Bon, aujourd'hui, en gros, il y a deux États en Europe qui sont bras ouverts pour les migrants, c'est l'Espagne socialiste et la France. Donc, j'espère que l'on va pouvoir inverser la tendance, mais aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui est isolé sur la scène européenne et pas l'inverse. C'est pas nous, c'est Emmanuel Macron. Oui, d'ailleurs, tu disais tout à l'heure qu'il allait toucher le fond et aller chercher le pétrole au niveau des sondages. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, il est plus bas que Hollande à l'époque. Alors que Hollande, c'est déjà un record. Et pourtant, Hollande, c'est déjà. Tout le monde était là. J'ai vu un président comme ça, mais là, Macron, c'est encore pire. Ce qui est intéressant, c'est qu'Hollande, maintenant, il fait ses signatures pour son bouquin un peu partout en France. Et il y a un petit retour de popularité des gens qui sont contents de le revoir parce que peut-être que les gens se disent finalement, Macron, c'est encore pire que Hollande. Moi, je pense que surtout, je pense qu'une fois qu'il est plus aux affaires, effectivement, il est sympathique comme monsieur après. Voilà, mais les gens, je pense qu'ils ne veulent plus le voir aux affaires, tout simplement. Voilà. Kevin, toujours, qui nous dit que dimanche, je vais assister à la fête des nationaux à Joigny, en compagnie de Julien Audoul, président du RN de Bourgogne et Franche-Comté, et de Gilbert Collard. Oui, il y a une fête aussi. Ah oui, j'en profite aussi, du coup, pour parler de la fête des nationaux que nous organisons demain. Demain, donc, pour la Fédération de Haute-Garonne, nous organisons donc une fête des nationaux dès 18h45 à Toulouse. Bon, je montre, je ne sais pas si on va pouvoir voir bien, je vais vous le dire. Donc demain, salle de Lumérac à Toulouse, dès 18h45. Il y aura des tables rondes avec l'ensemble des élus régionaux. On évoquera plusieurs sujets. Il y aura une table ronde sur le thème de redonner des valeurs au sein d'une école vraiment française. Ensuite, une table ronde sur le social, c'est le Rassemblement national. Et une troisième table ronde à laquelle je participerai sur la crise migratoire. Quels enjeux pour les élections européennes? Donc voilà, nous aurons une quinzaine de conseillers régionaux qui seront là, qui sont réunis, qui évoqueront avec vous ces sujets-là pour vous informer de ce qui se passe. Et nous aurons effectivement par la suite un discours de Julien Dardelli et par la suite de Julien Sanchez, donc maire de Beaucaire, qui est aussi le président de notre groupe. Porte-parole du Rassemblement national. Porte-parole du Rassemblement national également, sur ces thèmes-là. Donc on vous attend nombreux. N'hésitez pas à vous inscrire ou à envoyer un petit message sur le Facebook de la page du Rassemblement national de Haute-Garonne pour venir demain dès 18h45 à notre rentrée politique Haute-Garonne. Voilà. D'ailleurs, Jean-Marc Laroche qui me dit je suis de Toulouse, donc Jean-Marc, si demain tu veux Jean-Marc, venir, bienvenue. Emmanuel Crène, notre ami Emmanuel Crène qui vient de rejoindre et qui c'est notre cher Emmanuel. Cher collègue. C'est le club des barbus. Oui. Pas des barbouzes, hein. J'ai une question. Non, on n'est pas Benal, on n'est pas des barbouzes. Emmanuel Crène nous dit j'ai une question. Qui sera la tête de liste aux européennes pour le RN et qui souhaiteriez-vous avoir? Alors, ça, c'est une grande question, Emmanuel, on va pas pouvoir te répondre parce que. Mais je sais qu'on ne va pas lui répondre, c'est pour ça qu'il pose la question. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore tranché. Donc je pense que... Il y avait encore Sébastien Chenu, je crois, hier matin chez Bourdin,
qui disait que c'était pas fixé, qu'il y avait plusieurs idées, plusieurs personnes qui circulaient, notamment des personnes qui ne sont pas forcément issues du Rassemblement national et qui peuvent venir d'ailleurs. Certains ont évoqué le nom, je crois, de Thierry Mariani. Notamment. Thierry Mariani, Hervé Juvin, Louis Alliot, il y a plusieurs noms qui circulent. Voilà. Donc Après, ça- on n'a pas de préférence particulière, je veux dire, voilà. Emmanuel qui répond moi. Toi, écoute, Emmanuel, pourquoi pas, propose ta candidature et puis on verra. Non, après, sur ces questions-là, peu importe la personne qui mènera la liste, je pense que c'est le message qui compte. Voilà, je pense que Marine Le Pen fera le meilleur choix qui soit pour mener cette liste aux élections européennes. Et de toute manière, nous serons toujours derrière le mouvement, le Rassemblement national, pour pousser le plus loin possible cette liste. Marc-Antoine Ponel d'Île-de-France qui nous a rejoint. Salut Marc-Antoine. Salut. Audrey qui nous donne le lien, Bienvenue dans pour le aller, sud. le lien pour aller vous inscrire pour demain. Si vous Ah, ouais, inscrivez-vous, il y a un lien, c'est le pot commun. Vous voulez. pouvez- Voilà, comme ça vous pourrez directement payer en ligne. Ce sera l'idéal. Sté Juvent qui nous dit le CSA épingle Zemmour et lui reproche de faire un parallèle entre l'immigration de masse et le grand remplacement. Selon eux, ces propos sont stigmatisants. Et d'un autre côté, nos élites nous expliquent qu'il va falloir faire entrer plus de migrants pour inverser la courbe démographique des Européens qui ne font pas assez d'enfants. Incroyable, non? Et Là, on touche au-delà du débat sur grand remplacement ou pas, on touche à la liberté d'expression. Voilà, nous, on est au Front National attaché à la liberté d'expression. Voilà. bien sûr. Donc, Éric Zemmour a le droit de s'exprimer tant que ça ne Tant qu'il n'est pas ni dans une injure, Voilà, une injure ou un propos à caractère raciste raciste ou ou autre, antisémite. ou antisémite, c'est pas le cas là. Donc voilà, c'est son opinion à lui. Voilà, Et alors, il ce qui est a le droit étonnant, c'est de quand même, de la prononcer. On y adhère ou pas, mais il a le droit de la prononcer. Voilà, sachant qu'encore une fois, c'est toujours les mêmes qui s'érigent en censeurs. C'est Ouais. ceux qui prônent la liberté d'expression. En fait, vous avez le droit de parler lorsque vous pensez comme eux. Quand vous pensez pas comme eux, c'est ferme ta gueule. Voilà. D'accord, on a vu là, tout dernièrement la Yacine Bellatar, donc le comique reconverti en communicant de Macron, voilà, te dire des propos sur les plateaux de télé en demandant effectivement, en gros, que la prochaine étape c'est d'emprisonner Zemmour. Enfin, on en arrive sur des choses complètement délirantes. Alors qu'effectivement, Éric Zemmour n'a pas tenu de propos ni racistes, ni antisémites, ni xénophobes, ni quoi que ce soit. Donc, voilà. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il passe ou qu'il sort un livre, il cherche la petite bête, le moindre petit propos un tout petit peu déviant pour l'attaquer et faire un écran de fumée autour de ça et éviter de parler des sujets de fond. Pourtant, c'est les sujets de fond qui intéressent les gens, c'est pour ça qu'Éric Zemmour écrit des bouquins qui se vendent, je sais plus, le dernier c'est des dizaines de milliers Je d'exemplaires. crois il est resté en tête des ventes pendant plusieurs semaines. Enfin, c'était voilà, c'était aux grandes dames de tous les gauchistes qui font des livres subventionnés, et ils en vendent 10, dont 3 à leur famille. Donc, non, mais c'est ça, quoi. Donc là, oui, c'était Éric Zemmour, pour le coup, il laisse, je pense, les rageux rager. comme on Il dit. va peut-être d'ailleurs battre Jean-Marie Le Pen pour la sortie de son second tome, là, parce que c'est vrai que les mémoires de Le Pen arrivent, le deuxième tome. C'est prévu pour quand? C'est pas prévu pour les prochaines semaines. Ah, je ne sais pas. Ben, il y aura les deux. Bon, il y aura les deux, et donc on verra lequel des deux sera en tête, mais bon, les deux se partageront la première. et la D'ailleurs, deuxième Emmanuel Crène qui nous dit Zemmour tête de liste, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Je ne pense pas qu'il est. Il a son rôle dans Il a- la métapolitique et je il a- pense il est très bon métapoliticien, si vous me permettez Ouais. ce néologisme. Oui, mais si jamais il est privé de télévision, il pourra Non, faire non, de la non. politique. Il sera. Mais il a toujours dit que, mais il a toujours dit Il a toujours dit, mais- qu'il n'était pas, qu'il n'avait pas du tout le caractère politique. Il est la politique qui change pas d'avis. Voilà, c'est quelqu'un de plutôt, il a toujours dit lui-même qu'il est plutôt. Il sert mieux pessimiste, ses idées ainsi. Mais, de toute façon, lui, ce qu'il a toujours voulu faire, c'est écrire. Donc aujourd'hui, il écrit, il vend beaucoup de livres, il écrit plutôt bien, donc il n'a aucune ambition d'autre chose, je crois. Maxime qui nous dit, comme je vois que vous répondez à tout, d'où vient la dernière sciatique de Juncker? Ah, est-ce que Je sais pas, je t'avoue Maxime, je n'aurai pas le bulletin de santé de Juncker. Je sais que de temps en temps il titube à la fin des repas, mais oui, mais après ça vient peut-être de là. c'est un monsieur qui Il a fait trop de déhanchés à la sortie Ouais. d'un déjeuner. Peut-être, je sais pas. pauvre monsieur apparemment a très très mal au dos et On peut voilà. pas le dire. Peut-être quand il doit ramasser la bouteille, je ne sais pas, enfin je ne sais pas. Jean-Pierre Gilardi qui nous dit, ne lâchez rien, ne pas hésiter à demander une aide. Ok. Valentin, alors une question un peu compliquée, je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais c'est intéressant. Que pensez-vous de l'initiative de Steve Bannon concernant son tour des pays européens pour lancer et conseiller les nationaux? Ne faudrait-il pas une alliance des nationaux, pas seulement au Parlement, d'autant que le mouvement Liberté des peuples se fait partout dans le monde, Brésil, Inde, Australie. Alors un internationalisme national,
C'est un peu ça le principe de. Ouais, tout à fait. Mais Pourquoi pas, mais déjà, on, voilà. on avait reçu Steve Bannon d'ailleurs, Tout à fait. qui avait fait un discours très éloquent, qui nous avait un petit peu, voilà, il nous avait donné son petit coup de pouce, quoi, son énergie, en nous disant, voilà, surtout n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'il nous avait dit exactement quand il vous traite de populiste, quand il vous traite, etc., portez-le à votre boutonnière comme un étendard, et voilà, et ne vous soumettez pas, en gros, à la doxa médiatique qui va essayer de vous. Alors, bien sûr, on le porte à la vous boutonnière, non criminalisez. pas parce qu'on est fier Non, non. d'une insulte lorsqu'on nous traite de raciste, mais parce que justement, lorsqu'ils disent cela, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument en face et qu'en gros, on les a déjà battus sur le plan des idées. C'est ça. Donc ouais, pourquoi pas. Je sais qu'il fait cette tournée un peu dans tous les pays. Oui, je suppose, voilà, j'essaie de deviner un petit peu quelle va être quelle est la stratégie de ce déplacement. Après, aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne vais pas pouvoir vous donner plus d'informations sur la volonté politique qui se cache derrière, même si on peut, pourquoi pas, effectivement, Bruno peut-être très bien résumé, penser à une idée d'internationalisme Est-ce une nationaux. initiative, est-ce une initiative Pourquoi pas. intéressante? Oui, mais elle le sera d'autant plus lorsque nous aurons conquéri le pouvoir en France et déjà au préalable, lorsque nous serons majoritaires au Parlement européen, ce sera Bien sûr. d'autant plus intéressant et on pourra aller d'autant plus dans des projets de fonds, de coopération, peut-être avec des pays comme le Brésil, je crois, c'est le Brésil qui a été cité là, Brésil, etc. Inde. Voilà. Oui, c'est intéressant. Alors, il y a deux mots à retenir ce soir, c'était Démagocratie. Démagocratie et l'internationalisme des nationaux. Donc Et- voilà. Vous pouvez pas un troisième, Si. et médiacratie aussi. Nous sommes dans Bah, une si un jour, médiacratie. Vous entendez ces termes, et ben voilà, la première fois qu'ils étaient prononcés, c'était ici. Voilà. Donc, Kevin. On a déposé ou alors un surtout, on les a repris d'ailleurs. Ça, Non, je ne sais pas repris, mais on va déposer un brevet. On va déposer un brevet à l'INPI. Kevin qui nous dit c'est dommage, on ne voit plus les livres de Marine dans les rayons politiques. Ça, Ça, je savais pas. ah bah, Tu veux si. dire peut-être qu'elle n'a pas écrit de Ah non. nouveaux livres? C'est peut-être ça le sens C'est de pas ta, ça, c'est que de si. ta remarque. Ah, ils ont dû enlever les. Oui. Peut-être qu'ils sont en rupture de stock, on n'en sait Non, rien. non. Je crois qu'ils l'ont enlevé volontairement. Mais vous allez en n'importe quel Fnac ou etc. Vous regardez le rayon des livres politiques pour trouver. Alors tous les bouquins qui ont été vendus à 30 exemplaires pour lutter contre le Rassemblement national, etc. Enfin, tous ces bouquins, vous savez, qui fleurissent là par dizaines 6 mois avant les élections, là, tous ces bouquins, alors là, vous les trouvez facilement. N'importe quel autre bouquin, effectivement, les livres de Marine Le Pen, etc., ou les livres qui ont qui portent une pensée patriote ou nationale, alors là, ceux-là, ils sont effectivement très 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 durs à trouver. On peut les commander sur le site du Rassemblement National. Sur Bien le sûr, site, sur la évidemment. boutique, il y a moyen, c'est passer par internet si c'est pas dans les rayons. Amazon, tout ça. Bien sûr. Trouver. Philippe Nandez qui nous dit pensez-vous faire une alliance avec les Patriotes sur les prochaines élections? Avec les Patriotes de Florian Philippot, j'imagine que c'est la question. Je ne suis pas certain que Florent Philippot le veuille alors qu'il a quitté le giron Rassemblement National. Je pense qu'électoralement, ça serait plus intéressant de faire une alliance limite avec l'UPR que les Patriotes. Je crois que les Patriotes aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont, mais ils ne doivent pas être nombreux. Peut-être qu'ils doivent être 10 ou 15. Donc bon, ça va pas les péter bien loin. Pardon, excusez-moi. Non, les Patriotes aujourd'hui, c'est un parti qui n'existe plus. C'est pour ça que A-t-il les seulement électeurs jamais de existé Florent Philippot vont très certainement se rendre compte que pour justement arriver en tête, il vaut mieux le vote utile, et le vote utile, c'est Marine Le Pen. Évidemment. Marc-Antoine qui nous dit excellent cette petite vidéo. C'est gentil, Marc-Antoine. Merci. Merci. Et on est très content aussi parce que bon, ça fait 1 heure qu'on est là en direct avec vous. Ouh, déjà 1 heure. Ça fait 1 heure, ouais, ça fait 1 heure et il y a 40, en moyenne, il y a 30 à 40 personnes qui nous suivent depuis le début. Super. C'est sympa à vous. On est là surtout pour échanger avec vous. Donc on n'a plus beaucoup de questions, allez-y, parce qu'on va pas rester encore très longtemps. Hein, ça fait 1 heure de. D'ailleurs, la Parce qu'on va les manger. Et Mais si vous avez des questions, allez-y, on va en prendre quelques-unes, quelques dernières. Bon, il y a Maxime qui nous dit le parti quoi, je ne connais pas. Pour les patriotes, Ouais, voilà, c'est ça. un petit peu du mot. n'existe plus. Ils sont tous sur le dark web peut-être. Ouais, peut-être. Voilà, bonne initiative, à continuer, merci Dylan. On va continuer, on va essayer d'en refaire, hein. C'est intéressant de discuter avec vous. Moi je voulais vous poser une question en fait, si vous voulez répondre, allez-y. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fond, sur l'idée des prénoms? Parce que c'est quand même quelque chose qui divise un peu les Français. Est-ce que le prénom est quelque chose d'important? Donner un prénom français aux gens, est-ce que c'est aux enfants qui viennent d'arriver, est-ce que c'est important pour l'assimilation, pour s'intégrer dans la nation française? Moi je considère, juste pour terminer sur le prénom et le nom de famille c'est l'origine. Et ça on ne va pas l'enlever. Voilà, on va pas demander à quelqu'un qui s'appelle, je sais pas moi, Lopez de s'appeler comme moi par exemple, d'avoir. Non, c'est une origine, c'est un héritage familial. Mais le prénom,
c'est la marque d'une volonté, d'un choix. On ne le subit pas le prénom, on le choisit, les parents le choisissent, d'accord, pour s'intégrer à la nation. C'est une marque de considération faite à la nation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société ultra individualisée où on perd toute considération de vie en communauté et donc de notion de communauté nationale. Et donc, l'argument de bon sens d'Éric Zemmour paraît totalement ubuesque aux yeux de nos concitoyens et surtout aux yeux plutôt de cette caste-là. Cette caste médiatique, pas tellement aux yeux des concitoyens, à mon avis, qui, je pense, sont d'accord dans leur fort intérieur. D'ailleurs, ça c'est paradoxal concernant Absatoussi, elle est d'origine du Sénégal. Or, il y a beaucoup de Sénégalais qui s'appellent Pierre-Paul Jacques, parce qu'il y a quand même un certain nombre de Sénégalais qui sont catholiques et qui ne sont pas choqués par les propos d'Éric Zemmour. Jean-Marc Laroche qui nous propose de parler de Benalla. Vous n'avez pas marre de Benalla? Benalla, c'est pas un sujet qui nous passionne, Benalla. Mais Benalla, on a vu son audition. C'est assez effarant de voir. C'est foutu de la gueule des sénateurs. Bah, ils l'ont dit d'ailleurs, en sortant, il nous a pris pour des bénés. Donc des bénés. Je cite, je sais plus quel sénateur c'était d'ailleurs. Mais bon, mais à travers justement le mépris de Benalla à l'égard des sénateurs, c'est en réalité le mépris d'Emmanuel Macron à l'égard des parlementaires, de l'Assemblée nationale, du Sénat et des collectivités, de la ruralité, des petits maires locaux, etc. Après, est-ce que Benalla cache vraiment quelque chose, qu'il est protégé, etc. Ça, on va être bien capable de pouvoir vous répondre par l'affirmative ou pas. Donc, je pense qu'il faut attendre peut-être que cette commission d'enquête rende ses conclusions pour savoir vraiment ce qu'il en est. Et s'il y a scandale d'État, c'est un peu compliqué comme ça, pendant que l'enquête est en cours, de pouvoir se prononcer, même si effectivement il y a des choses très 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 troubles. Il y a effectivement l'histoire du coffre-fort qui disparaît, des choses qui sont quand même assez ubuesques. Mais bon, c'est un peu compliqué de se prononcer là de suite comme ça. Il faut savoir, juste pour terminer là-dessus, qu'à l'issue de la commission d'enquête parlementaire, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il y a un rapport d'information qui sera mis en ligne sur le site de l'Assemblée nationale fait par les députés et sur le site du Sénat fait par les sénateurs. Donc je vous conseille d'aller le lire lorsqu'il sera publié, ça nous permettra de nous faire un peu mieux notre avis. Je note que sur le mini-sondage que j'ai lancé sur les prénoms, vous êtes plutôt d'accord avec Zemmour, la majorité. Il y a quelques personnes qui disent non. Jean-Marc, sur Benalla, en fait, il voulait parler du prénom de Benalla. En fait. Regardez, Benalla, pour le coup... Attention, on peut avoir un prénom à consonance étrangère, mais être un fervent patriote. Bien sûr. Voilà, attention, ça n'a rien à voir avec le degré de patriotisme. Bien sûr. Ou d'attachement à la France, puisque le prénom nous est donné par un parent. Il peut y avoir quelqu'un qui s'appelle Mohamed et qui donne sa vie à la France en allant s'engager, notamment dans l'armée. Je pense aux victimes de Mera à Toulouse, les militaires qui ont donné qui malheureusement ont été assassinés par Mohamed Merah, mais qui avaient donné leur vie à la France. Eux n'avaient pas effectivement de prénom. Du calendrier français, mais ça n'empêche pas effectivement de pouvoir dédier son cœur à la France. Voilà. Mais c'est mieux, c'est un plus d'avoir un prénom français. Oui, c'est un premier geste. C'est un premier geste. Alors il y a quelqu'un qui repose une question, Joël Vuillot. Je repose ma question, mais on a déjà répondu un petit peu à cette question, mais on va repartir. Nicolas Dupont-Aignan n'a-t-il pas intérêt à faire une liste commune avec le Rassemblement National, et avez-vous des infos sur cela? Alors là, pas d'infos. Dimanche. Alors apparemment, oui, voilà. Dimanche, il annoncerait, soi-disant, une décision. Il prendrait sa décision. On n'est pas là pour faire des pronostics et savoir s'il va accepter ou pas la main tendue par Marine. Mais au-delà des intérêts de parti, c'est l'intérêt national qui prime. Et nous espérons que Nicolas Dupont-Aignan saura entendre la voix de Marine qui a supporté, de par sa main tendue, l'intérêt national, de mettre l'intérêt national au-dessus du Rassemblement national, parce que le Rassemblement national c'est un parti, vous le savez, ça, il y a l'intérêt national, bien sûr. Et Marine a su, par cette main tendue, par cette proposition, aller au-delà du seul intérêt du Rassemblement national, qui est l'intérêt de la nation. Bien sûr. C'est bien dit ça. Là je crois qu'on peut plus... On peut faire mieux. On peut pas faire mieux que ça. Juste avant de se quitter, j'invite tous ceux qui nous ont regardés, qui sont en Haute-Garonne, à venir demain soir.
je le rappelle, on vous attend nombreux. Et puis je pense qu'on va refaire ça peut-être très prochainement. Alors j'invite, puisqu'on fait La la promotion. promotion des fédérations, ceux qui nous ont écoutés du Tarn-et-Garonne, n'hésitez pas à venir en Tarn-et-Garonne. Nous avons une très belle permanence, 3 rue de la République à Montauban, en face de la préfecture, qui est certainement une des permanences les mieux placées du Et- Rassemblement national dans toute la France. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça et- veut Oui, dire- bien sûr. Et Et normalement, dans c'est quand le même Tarn-et-Garonne, il y a aussi besoin de petites mains pour faire des tractages à Moissac. À Donc, Moissac, ailleurs, à Castel-Sarrazin, à Montauban, partout. Parce que nous sommes en Tarn-et-Garonne, quand même, le département où nous faisons le meilleur score C'est vrai. de l'ancien Midi-Pyrénées. Et Donc, où c'est je notre pense que petite gloire. des villes vont Et vont nous pourquoi pas, échoir on pourra aux prochaines élections. On va avoir quelques communes en Tarn-et-Garonne. Et pourquoi pas en Haute-Garonne pourquoi pas. aussi. Pas à Toulouse, ce sera un peu compliqué. Voilà, non mais je vais rebondir parce qu'il y a Emmanuel Crène qui dit non, c'est la permanence du Lot qui est la plus belle, je suis d'accord. Je Non, ne mais voilà. pas la plus belle, mais nous, Bataille du chauvinisme. c'est la mieux placée, là, notre cher Emmanuel. La Tu mieux en placée. conviendras. Ah oui, en plein centre de Montauban. Oui, mais, non, mais justement, je l'ai dit à Montauban. Voilà, l'esprit français, voilà, c'est exactement ça, ce petit chauvinisme là. C'est ce que disent Zemmour, les gars. Bataille de clochers, voilà. Ce que dit Zemmour, c'est que la France, l'histoire de France est traversée par des guerres civiles. Voilà. Voilà, Ouais, c'est la ouais, guerre de celui qui aura la plus belle Bon, des fédérations, des permanences. Kevin qui nous dit qu'il n'y a plus de permanence à Dijon, hélas. Oui, d'accord. Mais tu sais, Kevin, c'est pas grave parce qu'au-delà, la permanence, c'est le symbole. Alors, certes, quand elle disparaît, c'est un petit pincement au cœur, on est déçu, on est chagriné, mais les moyens que vous allouez à votre permanence, ben, vous allez les mettre dans des tracts. Donc, vous allez C'est faire ça. plus de tracts locaux, c'est ça. plus d'affiches. Donc, c'est aussi quelque part un moindre mal. C'est même peut-être mieux. Pendant plusieurs dizaines d'années, dans beaucoup de départements français, il n'y avait pas de permanence du Rassemblement national. Et pourtant, les militants étaient là, les électeurs étaient là, des campagnes électorales étaient menées, des tracts étaient distribués. Donc on peut toujours faire même avec les plus petits moyens, tant qu'on a la volonté, on peut y arriver. Julien Rampoul qui vient de nous rejoindre. Julien, bon, on va bientôt terminer. Salut, Mais ça Julien. va avec Julien. Juste, je note que tu n'as pas défendu la permanence de Toulouse, mais par contre, il y a Camille et Audrey qui disent qu'il y a celle de la Fédé de Toulouse qui est la plus belle et que celle Bien de sûr. la est canon. Je ne veux pas humilier mes confrères de la ruralité, donc du coup, voilà. Mais vous viendrez en Tarn-et-Garonne. Mais Vous venez qu'on aussi à appelle Toulouse, bien sûr, une aussi. permanence, 21 chemin de Gabardy à Toulouse. Et Maxime qui nous dit qu'il y a celle de Trèbes aussi. Bon, d'accord. Oui, bah, bon. Qui est un peu taguée, Oui, mais jolie aussi. ouais. Elle est Ça très beau, aussi. c'est une œuvre d'art tellement il y a d'artistes qui viennent dessus. Voilà. Les gauchistes vous en feront une œuvre d'art. Soyez Mais bon. contents. Dans peu de temps à Trèbes, on ira voir monsieur le maire, monsieur Barthès, et voilà, et ça ira mieux. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir participé un peu à cet échange un peu précipité, puisqu'on a annoncé ça cet après-midi. On va en refaire, on va vous reconvier à des lives comme ça pour échanger et discuter de sujets d'actualité. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Et puis, Merci à pour bientôt. pour- Bonne Ciao. soirée. C'était mon dépucelage du Alors, live. Qu'est-ce que tu en as Non, ressenti? C'était pas un Faithful Movie, mais bon, c'était. Voilà. Bon. Mais non, c'était très sympathique, très agréable. Alors c'est dommage par contre qu'il n'y ait pas un échange avec, par exemple, on ne puisse pas entendre nos auditeurs. Ah oui. Alors ça, je sais pas si ça Ah peut oui, se bah faire. voilà, sur Compliqué, le ça. plan technique. Mais, On va faire mais travailler Bruno effectivement, Lervoir voilà. sur la technique pour améliorer tout ça. C'était un moment convivial, voilà, donc à refaire. Si vous m'invitez de Ah. nouveau, je serai Le maître Les vôtres. des horloges est ici, donc. maître des lieux. Voilà. Et À puis bientôt. pourquoi pas, vous qui nous écoutiez, un jour, vous pouvez faire la démarche, nous appeler et dire bon, je souhaiterais participer au live, enfin au direct, faisons français, puisqu'on parle en français, participer au direct avec nous, il n'y a pas de. Ce sera avec grand plaisir. Parfait. Allez, sur ce, bonne soirée, à bientôt. À bientôt.